Donc bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui j'ai un nouvel invité, j'ai un agriculteur de Mayenne qui va se présenter, il va s'exprimer. Il a pas mal de choses à nous dire sur l'actualité, sur la DNC, les abattages total et puis ce qu'il a vécu lui aussi depuis les grèves du lait, comment il voit l'évolution de notre monde agricole. Patrick, tu as la parole, à toi. Bonjour Philippe. Alors avant tout, je vais commencer moi par te remercier sur toutes les vidéos que tu peux faire d'information, puisqu'autant il y en a qui peuvent faire le buzz sur les réseaux sociaux avec les marques de robots de traite, de tracteurs et puis tout le tralala. Je pense pas que ça desserve beaucoup l'agriculture, ça c'est une première chose, puisque bon, en mettre plein les yeux à la jeunesse, c'est sûr que faire rêver les jeunes, c'est ce qu'il faut, il faut rêver, tout le monde a des rêves, ça c'est une chose. Mais entre les rêves et les réalités et le concret, il y a bien des choses qui sont différentes. Et bon, ce qui est le plus dommageable encore mieux de tout ça, c'est que ces gens-là qui, en 2009, se sont battus non pas pour avoir des prix corrects et notamment faire reconnaître les coûts de production, se sont battus pour le productivisme et la compétitivité. Alors ça me tenait à cœur de le dire parce que nous, on a vécu cette période-là. Et quand on voit encore que c'est les mêmes qui ont la parole sur les plateaux de TV, etc., alors là, c'est l'apothéose et franchement, ça en devient écœurant. Donc ça, c'était la petite parenthèse entrée de jeu. Et donc moi, je tenais vraiment à te remercier sur tout ce boulot d'information que tu fais, qui me sert, qui nous sert et qui sert, je pense, à beaucoup de gens pour prendre des décisions. Parce que notre métier avant tout, ce sont des décisions, parce qu'on ne joue plus avec 5, 10 ou 15 balles en bon français. Quand on voit les montants qui sont investis sur les fermes aujourd'hui, il faut absolument prendre du recul et bien s'interroger sur la rentabilité, la viabilité des projets. Parce que derrière, une fois que c'est parti, que la machine est lancée, il faut réussir à en vivre et c'est pas gagné souvent d'avance, puisqu'en fait, on est quand même bien dans une économie libérale. Il n'y a aucune fixation de prix aujourd'hui, même si on a la loi Galim et tout ce qu'on veut. Quand on voit ce qui se passe dans le lait, le porc et les céréales, je connais pas trop les autres domaines, donc avicoles, etc. Mais quand on voit dans le lait qu'on va à nouveau repartir en marche arrière, en fait, on réussit à franchir un palier. On se dit, tiens, on n'est pas trop mal, on devrait pas en bouger. En fait, à chaque fois, 2, 3 ans après, poum, on retourne en marche arrière et tout ce qui est retiré du prix, eh bien, c'est souvent le revenu qui s'envole. Voilà, parce qu'entre deux, les charges ont toujours progressé, que ce soit pour acheter un tracteur, des engrais, enfin tous les services qui augmentent. Hein, on n'a encore jamais vu un truc baisser. Hein, moi, j'ai encore jamais vu ça. Et donc, systématiquement, c'est le producteur qui trinque. Hein, donc, ce qu'on voit la majeure partie du temps sur le terrain, et ça se confirme d'année en année, c'est que les gens compensent par le volume systématiquement. Voilà. Et comme il n'y a plus personne pour travailler sur le terrain, eh bien maintenant c'est la robotisation à outrance. Et la robotisation à outrance, moi j'ai rien contre, mais systématiquement, eh bien ce sont des demandes de volume. Maintenant c'est plus un robot traite, maintenant c'est deux, voire trois, voire quatre. Et à partir du moment où on demande systématiquement des volumes pour pouvoir moderniser l'exploitation, faire face au travail, qui est un piège en fait, hein, puisque on peut mettre un, deux, trois, quatre robots, mais derrière il y a quand même tout le suivi du troupeau qui est à faire. Et généralement la personne qui se retrouve seule à gérer ça, n'y arrive pas. Donc c'est un piège à con en fait. Hein. Donc on en est là aujourd'hui parce qu'on n'est pas capable de tenir un prix au fil du temps qui passe. On n'y arrive Donc, pas. donc toi, tu es agriculteur en Mayenne, tu es en GEC, toi déjà, hein. Ouais, je suis avec mon frangin. Donc, moi, j'ai commencé à bosser en 1997. Hein, donc, j'ai un bac plus 2, compte à gestion. J'ai été contrôleur laitier pendant 6 ans. Hein. Moi, j'avais une cinquantaine d'élevages que je suivais. On faisait donc tout ce qui était suivi alimentation, qualité du lait, prévision fourragère, prévision laitière. Et puis, voilà. Donc, moi, j'ai fait ça pendant 6 ans. Et depuis 23 ans, donc, je fais du lait avec mon frangin. Voilà. Bon, on a à peu près tout connu. On a démarré sous les quotas. Oui. Donc, nous étions trois sur la ferme. Et de mémoire, le volume plancher, c'était 480 000 pour trois personnes. Et en fait, c'était même pas un volume, c'était un quota matière grasse, hein, Oui. puisque tu avais une référence matière grasse historique. Et nous, comme la référence n'était pas bonne, on se retrouvait à produire 460, 470 000 hein, maximum. Voilà, donc on a connu ça. On a connu, dans installé en 2002. 2009, la crise du lait. Donc c'est là que tu as Voilà. rencontré Pascal Massol, comme moi. Eh bien,
Pascal, je l'ai pas forcément rencontré tout de suite. Nous sommes allés à des réunions, mais le discours a été détonnant, Ouais. puisqu'en fait, la profession qui était et qui est toujours sous influence de la FNSEA, on n'avait aucune information réelle et concrète qui venait. Voilà, il y a une crise, eh ben, c'est bien, il y a une crise, on va manifester, ouais, mais c'est bien. Bon, et après, des solutions proposées, bah, que dalle. Voilà. Et donc, on a vu donc émerger ces gars-là de l'appli en expliquant que si rien ne changeait, on allait partir donc sur une gestion libérale des volumes, hein, donc suppression des quotas, eh bien c'était la catastrophe qui nous attendait, hein. Ben, en effet, hein, donc quand on a pris le printemps 2009 avec du lait à 220 balles, eh bien, on était loin de toutes les prévisions d'installation, hein, donc voilà, on s'est retrouvé face à ça. Donc l'appli proposait donc la revendication des coûts de production, hein, donc et voilà, en disant que de toute façon, si on voulait maintenir une agriculture familiale, il fallait absolument, évidemment, respecter ces coûts-là. Dans ces coûts-là, on allait y retrouver la rémunération du travail, hein, puisqu'en fait, personne ne parlait réellement de rémunération de boulot en agriculture, hein. Parler de salaire, parler de, oui, de ce que tu as net à la sortie pour tout le boulot que tu fournis tout au long de l'année, ça, ce sont des sujets tabous dans l'agriculture. Donc, on bosse, ah bah ça, bosser, on sait faire. Mais dès qu'on parle de rémunération du travail, là, déjà, il y a moins de clients pour en parler. Et donc, voilà, eux mettaient ça en avant, à juste titre, hein, du reste. Et puis, face à eux, donc, quand ils ont vu, donc, la FNSEA a vu la montée en puissance, pardon, de l'appli en 2009, que les gars de l'appli étaient capables de remplir des salles polyvalentes. Et moi, je me souviens même des réunions où les gars mettaient des chaises à l'extérieur de l'entrée de la salle. Donc, c'était quand même pas des petites salles, hein. Ah non. C'était pas des petites salles où il y avait 10 mecs dans le fond de la salle. Non, non, il y avait 250, 300 personnes et plus. On a vu ça, nous, les gars sortir des chaises à l'extérieur des salles pour que les gars puissent assister aux réunions, hein. Et si les agriculteurs étaient là à l'époque, c'est qu'il y avait bien un malaise qui était profond. Et tout le monde s'apercevait bien que si on allait taper des prix comme ça, c'était la fin de l'IRECO, hein. Donc voilà, il y avait une attente réelle du monde agricole. Et je me souviens même de gens qui disaient aux responsables de l'appli, si vous faites quelque chose, dépêchez-vous de le faire parce qu'on est en train de crever. Enfin, ça, Et je me c'était souviens vrai, et je te fais une Ouais, parenthèse, c'était ouais. vrai, il y en a qui voulaient mettre un appli viande, rappelle-toi à l'époque, parce qu'elle Oui, avait été contactée par des gens, ouais. hein. Hmm. Ça concernait la viande bovine, évidemment, le mouton et tous les autres, hein. Ouais, ça aurait fait jurisprudence pour toutes les autres productions, parce que de toute façon, toutes les productions étaient en crise, hein. Il n'y en a pas une qui allait bien, grosso Non. modo. Donc, pareil, à l'époque, hein, les épis, enfin, les dossiers d'installation, c'était quoi? Tu reprenais tant d'hectares, c'était la PAC qui allait te sauver, bah, c'est bien, on avait des montants PAC initiaux. Nous, par exemple, en 2002, de mémoire, il y avait 62 000 euros de PAC sur la ferme. Quand la modulation s'est pointée, on est tombé à 42 000 balles, hein. Personne nous a demandé si ça allait ou si ça allait pas, hein. Donc, incapable d'avoir des prix, une politique agricole qui nous sabrait au niveau de la PAC. Dans l'entrefaite, il fallait aussi faire face à tous les problèmes et les aléas climatiques de sécheresse et compagnie. Ah oui, Enfin, nous, dans notre cas, bon, c'est un cas généralisé pour tout le monde. Nous, à l'époque, on faisait un peu de sélection à Holstein. On a quand même sorti deux taureaux qui ont fait 10 ans de carrière, hein, au centre d'assimilation. Quand la génomique s'est pointée, donc on faisait à peu près 25 000 euros de sélection à l'année. Quand la génomique s'est pointée, les mecs se sont pointés avec des contrats sans prix, en nous disant, bah si, si, le programme de sélection, c'est ça maintenant. Vous aurez peut-être plus que 1% de mettre un taureau au centre d'assimilation, alors que par le passé, on réussissait à en glisser un ou deux, donc tu arrivais à faire 10, 15 000 balles avec ça, quelques ventes d'embryons, quelques ventes de bonnes vaches. Quand tout ça s'est arrivé, la génomique, hein, ça fait partie de notre métier, hein, pour dire un peu comment ça fonctionne. Donc, ils ont mis en piste la génomique. Bon, nouvelle méthode de sélection en nous disant que, bah, ma foi, avec ça, on allait être plus fort que le Roquefort en bon français, hein. Donc, c'était un progrès réel et significatif sur la sélection. Et par contre, derrière, la rémunération du travail de la sélection, il n'y avait pas de prix. Moi, je me souviens encore du responsable de sélection venir à la maison nous proposer le contrat en espérant qu'on le signe, puisqu'on avait des très, très bons résultats, enfin, génomiques, ce qui se faisait à l'époque, hein, leur test. Mais j'ai dit, écoute, t'es gentil, mais enfin, moi, sur le contrat, je vois pas de prix. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu nous proposes un contrat de travail sans prix.
Donc, tu t'aperçois bien que toi, venant chez nous, tu as un contrat de travail. Quand tu es entré dans la boîte, tu as négocié ton salaire. Et lui nous mettait sur la table un contrat sans rémunération. Donc là, si je résume la situation, on va être deux collègues de boulot, toi avec un contrat de travail avec rémunération, et nous un contrat de travail pour la passion, ou je sais pas trop quoi. Et il me dit, bah oui, en fait, t'as pas tort. Donc j'ai dit, tu comprends bien qu'on peut pas signer ce genre de torchon. Donc Voilà. le chèque passion permet pas de faire les courses dans les grandes surfaces, Ah si? non, comme m'avait dit un vendeur de semences de taureau, ouais, mais vous avez la passion, vous. Je dis, oui, on a la passion, mais il me semble que quand toi tu vas au supermarché, tu vas avec ton chéquier, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, peu importe, on s'en fout. Nous, on n'y va pas avec le chéquier passion, hein. Parce que si t'as pas de pognon, tu vas pas faire tes courses, hein. Voilà, hein, tu peux pas vivre en bon français, hein. Donc la passion, elle a bon dos. Et c'est la bonne parole que certains veulent mettre en agriculture. Oui, vous avez la passion, donc vous pouvez vous priver de tout et faire le boulot pour rien du tout, hein, grosso modo. Donc à un moment donné, il faut revenir un peu les pieds sur terre. Nous sommes des gens comme tout le monde, hein. On se paye une bagnole, on se paye une baraque, on a des familles à élever. Jusqu'à preuve du contraire. Donc le matin, quand on se lève, c'est pas pour la passion, hein. Non. C'est pour se payer la maison, faire vivre la famille et essayer de vivre comme tout le monde, hein. Donc ça, il y en a beaucoup qui l'ont oublié, hein. Payer les études aux enfants. Oui, tout à fait. Payer les études aux enfants. À un moment donné, je me suis dit, quand mes enfants vont arriver, il va falloir payer les études. Si ça continue de la sorte, on n'aura pas un rond, hein. Donc là, c'est quand même dommageable de te lever le matin et puis dire à tes gamins, t'es pas capable de payer les études. Donc ça, il était hors de question de ça. Donc voilà, on a connu toute cette période-là. Donc les gars de l'appli n'ont pas réussi dans ce qu'ils voulaient faire. En même temps, de toute façon, ils n'auraient pas réussi puisque c'était David contre Goliath, hein, c'était des Oui. bénévoles tout de même, hein. Donc qui dit le bénévolat, ça peut aller jusque dans une certaine limite parce que les gars peuvent pas partir de leur ferme, laisser tout le boulot. Face à des gars qui en fait sont rémunérés par tout un système à la con, les CVO et tout ce que tu veux. Donc, par chez nous, sur le département, j'ai souvenir aussi, donc, quand il y avait les gars de l'appli qui proposaient leur projet, parce qu'eux, ils avaient un projet, hein, les autres, les projets, il n'y en avait pas, hein. Non. Donc, c'est extraordinaire. Et c'est encore eux qui gueulaient le plus fort, donc, les gars de la FD du coin. De toute façon, ils avaient résumé à ça. De toute façon, si tu n'es pas capable de faire du lait à 28 centimes, vaut mieux que tu dégages du métier. Oui. À ça, on l'a entendu, à plusieurs réunions. Et, On l'a entendu de la part de notre voisin, Étienne l'agri-youtubeur. ah oui, ah oui, extraordinaire. Enfin, on lit en plus, on lit vers la même laiterie. On avait des réunions à l'époque pour la mise en place des OP. On avait ces mecs-là en réunion, quoi. C'était écœurant, quoi. Enfin, Ah, moi, franchement, écœuré, hein. Franchement, enfin bon, voilà. Et tous ceux qui ont vanté qu'il fallait faire du lait à 28 centimes, et si tu n'étais pas capable de le faire, ils ont tous disparu de la circulation. Donc ceux-là, ils n'ont pas réussi à négocier le premier virage, ça a été dans le décor direct. Comme ça a été vendu. Voilà, donc bon, on a avancé là-dessus. Il y a eu les OP qui se sont créés. On a traversé d'autres crises, hein. Il me semble qu'il y a eu 2015, hein, quand les oui, quotas se oui, sont oui. arrêtés, etc., etc. Bon, nous sommes des producteurs belges depuis des années, et donc La laiterie c'est Belle, qui comme est le siège est en Mayenne, tu précises, hein? alors nous, Non. il y a donc nous sommes collectés par le site d'Evron, où il y a donc le Fab Babybel qui est fabriqué, et ils ont aussi un site à Sablé-sur-Sarthe. Ouais, donc ils sont en Mayenne et la Sarthe. Pour les gens Mayenne qui et sont Sarthe. pas, pour les gens Ouais, qui sont pas de la région. C'est la laiterie ouais. Belle. Mm. B-E-L. Et BEL, ouais. tu me confirmes que Lactalis n'est plus actionnaire chez Bell. Oui, ouais, moi j'ai lu qu'il n'était plus actionnaire. La famille, enfin, c'est quoi? C'est Fievé, et puis ouais, je sais plus. Bref, ont voulu se séparer de Lactalis pour mener leur barque et mener à bien leur projet, notamment dans la décarbonation. Moi, c'est ce que j'avais lu. Et donc, Lactalis ne fait plus partie du groupe Bell. Donc, D'accord. ils les ont soldés, voilà, apparemment, donc c'est terminé. Et donc à l'époque, donc nous étions aussi en accord de collecte, hein, puisque tous les industriels n'avaient qu'un seul mot à la bouche. Fallait donc acheter du lait à pas cher et puis économiser à tout prix sur les frais de collecte, etc. Donc nous nous sommes retrouvés en accord de collecte et collectés par Lactalis. Alors là, ça a été le début de l'enfer. Une fois le camion Lactalis arrivé dans la cour, il fallait tout surveiller. La jauge, pour commencer. Donc c'est pour dire comment ça fonctionne comme dans notre métier, hein. Il fallait tout surveiller de A à Z. Ils en avaient strictement rien à foutre. Ah non. Les prélèvements qualité, alors évidemment,
eux, faut qu'ils optimisent, hein, les pauvres, pour gagner de l'argent. Les tournées étaient tellement optimisées, à chaque fois que tu allais avoir un prélèvement qualité, boum, la tournée a changé. Ce qui fait que tu n'arrivais même plus à avoir tes prélèvements qualité pour te faire payer la fin du mois. Bon, ces conneries-là, ça a duré pendant 5 ans. J'en passe des vertes et des pas mûres, hein. Un coup de neige, les mecs, ils s'échangeaient les jeux de chaîne pour les camions pour réussir à collecter. Il faut aller les tirer avec les tracteurs. Et on nous parle du numéro un mondial. Voilà ce qu'on a vécu quand même. Franchement, on s'est bien fait chier pendant 5 ans. Et un beau jour, on a vu les gars de Bell revenir. Oh, j'ai dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Et donc, avec l'OP qui s'est monté à l'époque, ils ont lancé le projet non-EGM. Donc, putain, quand on les a vus revenir dans la laiterie, on s'est dit, oh putain, ça y est, on est sauvés. Et donc, ils ont lancé donc ce projet non-EGM avec rémunération différenciée, parce que l'objectif du groupe Bell, c'était la décarbonation en fait derrière, hein. Donc, le non-EGM, c'était de stopper en fait tout ce qui était achat de soja brésilien, hein, donc déforestation et voilà tout ça. D'accord. Et donc, quand ils ont attaqué ce nouveau cahier des charges, donc ça a fait une rupture vraiment avec le prix classique, hein, de Lactalis, Sodial, Savencia, enfin toute cette équipe-là qui se tenait à 1 euro près. Bell a commencé réellement à décrocher à 40-50 € tonne près, quoi. Donc le début du sauvetage de la ferme a commencé déjà par le groupe Bell. Puisque moi, mon analyse personnelle, ce que j'en fais, c'est que s'ils continuaient sur la lancée comme Lactalis, Sodial, vu le nombre de producteurs que l'OP perdait, je pense que sur les deux sites, ils auraient pu en fermer un très rapidement. Puisque ça Donc tombait comme des... tu veux dire que même qu'on n'est pas, tu sais bien qu'on n'est pas du tout au coût de production, Bell Oui, aujourd'hui sur le marché fait partie, on va dire, des moins mauvais, si on peut pas dire des meilleurs. oui, oui, oui. Donc, quand ils ont lancé le non-EGM, on a tout de suite fait un bond de 50 balles, hein. Donc, 50 € tonne sur boule tu libre 500 millilitres de lait, 25 000 balles nettes en bon français. Alors, certains vont dire c'est du non-EGM, ou après, nous, le non-EGM ne nous gêne pas plus que ça, parce qu'après, tu ajustes ton système fourrager. C'est sûr que Oui, si tu fais comme la majeure partie des agriculteurs, où tu laisses 80% de maïs dans ta ration, tu dis, bah non, mon coût de ration, il est trop cher parce que je bosse avec du non-EGM. Donc, après, une fois que Bell avait lancé le non-OGM, c'était à toi aussi de réfléchir sur oui, ton système fourrager et sur le fonctionnement de ton exploitation. Donc, c'était une première perche qui était lancée. oui. Donc, ils ont fait ça. Nous, parallèlement à ça, de toute façon, même 50 balles de la tonne, à l'époque, ça nous poussait peut-être à 350 de prix de base. Moi, j'ai toujours dit qu'il n'y en avait pas assez. Donc, Bell avait fait son premier pas. Et moi, je suis de ceux qui disent que nous sommes quand même bien des chefs d'entreprise. C'est à nous de réfléchir sur ce qu'on est capable de faire et les leviers qu'on est capable d'activer sur nos exploitations. Et donc, il y a un truc qui est toujours aussi vrai. Bon, la crise, on n'arrête pas de dire c'est la crise. Il y a 10 ans, on disait c'est la crise. Il y a 15 ans, c'est la crise. Il y a 20 ans, c'est la crise. On a l'impression qu'on vit en permanence dans la crise. Mais pendant les périodes de crise, il y a toujours des gens qui réussissent. Donc, il faut s'inspirer des gens qui réussissent. Tout à fait. Donc, à l'époque, et c'est toujours vrai, je pense, les gens qui sortaient les meilleures marges au 1000 litres, on avait les éleveurs Jersey, dans des systèmes très Oui, économes. oui, à l'herbe. Donc, les gars, ils tiraient la plus-value sur le lait avec les taux, hein, Oui, oui, voilà. La Jersey, c'est une vache qui fait en moyenne 6 000 à 60 et 40, hein, voilà. Et les gars, comme c'est une vache qui a un tout petit gabarit et qui valorise énormément l'herbe, oui, c'est pas de la Holstein qu'il faut bourrer avec des UF si tu as envie de tirer quelque chose. C'est une vache, pardon, qui se gère différemment. oui. Donc, non EGM, système plus à base d'herbe, eh bien, ça nous a amené à changer la race du troupeau et de trouver donc une plus-value au travers du changement de race. Bon, aujourd'hui, c'est pas compliqué, hein. Moi, quand je prends la paille de lait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours la qualité moyenne du groupe. Et donc, avec les dernières grilles de paiement de lait que Bell a mis en œuvre à partir de juillet de mémoire, moi, quand je fais le différentiel qualité TBTP vis-à-vis du groupe, plus la décarbonation qu'ils ont activée cet été, on tourne à 100 € tonne de plus que la moyenne de groupe. Tu es payé 100 euros de plus que la moyenne du groupe Bell. Ouais, ouais. Et, Mois et, dernier, et, et, et oui. Bell, sachant que le prix de base Bell doit être 20 ou 30 euros au-dessus de Lactalis et Sodial déjà. Au moins. Ouais, facile, hein, parce que il faut avoir tous les chiffres sous les yeux. Ce qui est certain, c'est que pour 2026, on va être sur du 506,10 en prix de base, enfin, prix de base, toutes primes confondues, non EGM, décarbonation. Vous allez être à 506. Ouais.
minimum, sur 2026, sur 2026. sans la matière grasse, hein. Sans la matière grasse. Nous, ça va Donc, faire... à mon avis, Ouais, il doit pas y avoir d'industriel en France. Alors, à non, part, bien sûr, le Comté, le Beaufort, mais là, c'est autre chose. ouais, Mais ouais, je parle en gros industriels. Je ouais. ne vois pas qui peut être à ce niveau-là aujourd'hui. Non, 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 non. Parce que la dernière grille, pardon, de décarbonation, elle est composée de, oh, j'ai 5 ou 6 points, mais il y a des éléments qui sont faciles à prendre à la volée. En fait, nous, on n'a rien changé à notre système et on a récupéré 26 eurotonnes. En fait, c'est lié au nombre de mètres linéaires de haies. Donc, Ah tu as oui, par exemple 4 ou 5 eurotonnes. Le système fourrager que tu mets en place, avec par exemple, si tu as 70% d'herbe dans ton système fourrager, ça donne 5 eurotonnes. Non-utilisation de soja brésilien, je crois, un truc comme ça, tu peux récupérer 4 ou 5 eurotonnes, etc., etc. Et nous, en fait, sans rien changer, on n'a rien investi en termes dans la ration ni quoi que ce soit, on récupère 26 eurotonnes. Et la moyenne des éleveurs Bell est à 16-17 eurotonnes. Donc, on récupère plus 10 par rapport au groupe. Donc, le travail qu'on a mené depuis 8 ans, pardon, sur la qualité du lait, donc en changement de race, plus la nouvelle grille de décarbonation, tous les mois, on a à peu près 100 eurotonnes de plus que le groupe. Voilà. sachant que, comme tu le sais, on n'est pas au coût de production, parce que les industriels en ont sous la pédale, ils pourraient nous payer plus que ça. Mais bon. Alors, on n'a pas de chiffres hein, par rapport à ça. Ce qui est certain et ce qu'on peut lire aussi, c'est que les industriels sont sous une autre pression. C'est-à-dire que on a donc maintenant toutes les centrales d'achat qui ont quitté la France, qui chantent le droit français. Hein, je Oui, crois que c'est ça, Philippe. Hein, toi, oui, c'est tu ça. sais nettement mieux que moi. Donc, ils se sont mis sous le droit européen. Donc, C'est on a ça. beaucoup de centrales d'achat qui se sont regroupées, y compris entre Français et Allemands. C'est extraordinaire. Oui, oui. Pour tabasser les industriels. Et en tabassant les industriels, ils tabassent les producteurs. Bah oui. Voilà. Donc, par effet ricochet. Donc, voilà. Donc, après les marges, moi, exact, je les connais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est la façon dont ça s'organise derrière. Et la façon dont ça s'organise derrière, ça va pas forcément dans le bon sens. Non. Donc, on n'a pas vu le gouvernement français moufter par rapport à ça. On n'a pas vu l'Europe moufter par rapport à ça. La situation leur va très bien, puisqu'on n'arrête pas d'entendre parler de problèmes de pouvoir d'achat. Ma foi, si on peut retabasser un coup les industriels et retabasser un coup les producteurs et refaire baisser les prix, ça n'irait que dans le bon sens du consommateur. Bien sûr. Par contre, on n'a pas dit que ça allait dans le bon sens de l'agriculture ni du renouvellement des générations. Ça, c'est un autre débat qui ne semble pas les concerner. Non. Voilà. Mais nous, ce qui est certain, c'est que nous, ce que nous propose le groupe Bell aujourd'hui, nous va pas trop mal. Sur les 6 ou 7 derniers mois, on doit être à 625 de prix moyen payé, tout Vous, confondu. chez vous, dans la ferme, Ouais, nous sur la avec la ferme. matière grasse. Ben, Ouais, en France, dans les grands acteurs, il n'y en a pas beaucoup à ce prix-là. voilà. Et ce qui veut dire que la clé du système, souvent c'est ce qu'on dit, hein, ça passe par un changement de modèle agricole et puis Oui, aussi, tu me dis souvent, des changements de mentalité agricole parce oui, que je vois plus de progrès. J'ai rencontré hier des néo-ruraux, des gens qui étaient pas agriculteurs, lui était boucher et je trouve que ça percute plus vite que nous qui avons été élevés dans le moule de nos parents à faire la course aux hectares. oui. Ouais, ce sont des raisonnements différents. Hein. Donc, mais bon, malgré tout, même en étant chez Bell, il y a cette course, il y a cette course effrénée au productivisme. Hein. Donc, bon, j'entends bien qu'on a des collègues qui veulent moderniser à tout prix les exploitations parce qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre, etc. Ce qui a conduit aujourd'hui à l'OP, à mon avis, sous la pression de producteurs, hein, parce que bon, c'est avant tout des producteurs les plus fous furieux qui décrochent le téléphone pour engueuler les mecs pour leur dire ce qu'il faut faire. Bon, l'OP, il y a 2 ans, disait oui, Bell nous propose pas assez de volume, on aurait bien modernisé, robotisé. Bon, c'est ce qu'il en est. Hein. Quand un gars a 600-700 millilitres de lait ou 600 millilitres de lait, bah, c'est pas assez pour un robot. Bah, évidemment, c'est pas assez pour deux, donc il faut du volume supplémentaire pour aller chercher le deuxième robot. Bon, le discours, on le connaît par cœur. On a donc les gars de l'OP qui se sont sentis plus forts que la moyenne avec du spot qui était monté à 600 balles. Hein. Donc, il faut quand même bien rappeler que le spot a décollé parce qu'on a eu une baisse de production liée à des problèmes sanitaires. Ce n'est pas suite à de la régulation. La régulation, elle a été faite par les virus. Hein, nord de l'Europe, le FCO3 qui a quand même impacté fortement la Belgique, le Benelux.
l'Allemagne et la partie nord de la France. Et après, au niveau mondial, il y a eu la Californie avec le mutant, attends, c'est la grippe aviaire qui a muté sur les bovins, donc ils ont pris une Oui, tournée de -10 ou -12%. Bon, voilà, il y avait un contexte un peu plus dépressif sur les volumes depuis une ou deux années. Voilà, ça tire un peu tout ça vers le haut. Bon, tout ça, ça s'est un peu résorbé. Le spot s'est cassé la gueule. Bon, dans l'entrefaite, quand même, les gars de l'OP ont maintenu leur projet d'un deuxième acheteur, puisque bon, Bell ne proposait pas suffisamment de volume. Mais bon, pour proposer des volumes, il faut des marchés, hein. Hein, on est bien d'accord? Et encore faut-il trouver des marchés rémunérateurs. Donc, Bell, ils sont sur des marchés rémunérateurs. Ils ne sont pas sur du beurre poudre, hein. Donc, c'est tellement facile, des Sodial ou des Agrial à balancer du volume chez les producteurs parce qu'ils vont accélérer un peu la store de séchage et tout le bordel pour refiler des volumes. Bell n'est pas dans cette philosophie-là. Ils sont là pour trouver des marchés rémunérateurs. Et derrière, je ne sais pas si tu as déjà entendu le discours de Madame Béliot, donc la PDG du groupe Bell, elle parle de rémunération des producteurs, hein. C'est oui. peut-être la seule que j'ai entendu parler de rémunération des producteurs. Oui, c'est peut-être la seule, oui. Oui. C'est la seule, hein. Donc, on a quand même cette chance-là d'avoir cette personne à la tête du groupe Bell, Donc, hein. vous avez malheureusement dans votre groupe des paysans qui demandent à produire plus. Voilà, Avec du lait spot, on doit rappeler ce que c'est. C'est basé sur un cours mondial des excédents, quoi. voilà. Donc, moi, ce qui m'épate un peu, c'est qu'ils ont lancé donc, leur SAS. Et généralement, c'est comme sur une exploitation, quoi. Bon, on va dire que les mecs de l'OP sont à la tête d'une entreprise, on va dire ça comme ça, parce qu'ils gèrent des producteurs. Et donc, quelque part, les produits, ils sont là pour gérer comme la rentabilité, la rémunération des producteurs. Ils ont lancé leur machine de guerre, leur SAS, sans en connaître la rentabilité, puisqu'en fait, ils n'avaient pas de marché rentable en Ah non? face. Ah non. Donc, donc c'est extraordinaire. Ils ont lancé ça. Donc, dans le premier temps, ils ont voulu imposer le spot à tout le monde. Donc, en partant du principe que si tu voulais faire 5 ou 10 millilitres de lait supplémentaires pour Bell, par exemple, tu étais obligé de faire du spot. Style 1% ou 1,4% de ton volume. Donc, déjà, Comme étaient les coopératives, nous, au départ, avec le quota A, le quota B. ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est un peu le même style. Et donc, quand on a vu ça, qu'ils ont lancé ça, bah, nous, on s'est rétracté. Et puis, dans l'entrefaite, cette année-là, Bell avait mis 10% de. Ils avaient un fonctionnement de rallonge, hein, en fonction de besoins de lait qu'ils avaient. Et donc, les mecs, ils se sont retrouvés, les gars qui avaient lancé ce truc-là avec les producteurs qui avaient adhéré à cette idée-là, puisque au préalable, ils avaient fait une enquête de savoir auprès des producteurs qui voulait travailler avec qui. Donc, nous, on avait dit, on veut rester avec un acheteur qui propose quand même un prix annuel. On n'est pas au mois le mois chez Bell, hein. Donc on a un peu de visibilité. Tu vas me dire un an, c'est pas terrible, mais c'est mieux qu'un mois. Ah oui. Donc voilà. Donc ils ont lancé la machine de guerre. Beaucoup de producteurs n'ont pas adhéré. Ceux qui ont lancé ça se sont retrouvés à faire 8-9 millions de spots. Donc les mecs, ils ont pris une torgnole au niveau du prix parce que je crois que la première année, ils ont attaqué avec du lait à 250 balles au printemps. Donc alors là, je peux te dire que on connaît quelqu'un qui s'appelle Nicolas, qu'on connaît très bien ensemble, il touchait plus terre, donc et puis bien d'autres du reste, hein, parce que c'était l'écœurement, quoi. Parce que quand tu Bon. sors depuis des années où et puis surtout quand tu as un industriel qui se bat pour bon, même l'OP, donc à participer quand même à cette revalorisation de prix, mais à un moment donné, tu te dis, mais ils font quoi les mecs là? Ouais. Tout ça pour libérer quelques milliers de litres de lait, là où, alors ça correspondait peut-être à 3-4 millions de litres de lait. Moi, j'aurais dit, mais tout le monde a qu'à faire marche arrière de 1%, puis l'affaire est vue, et puis on maintient des prix, on n'encombre pas le marché. Bon, aujourd'hui, bah, on sait ce que c'est que le spot, hein. Le spot, c'est une catastrophe. On entend même parler de lait dans les méthaniseurs. Bah, c'est un truc de fou. Foutre du lait dans les méthaniseurs. Quand tu vois ça, tu te dis, mais on est rendu où là? Ah Donc, c'est oui. même plus la merde, maintenant, c'est la bouffe qu'on fout les méthaniseurs. Donc, voilà. Et donc, et là, mouture pardon, de l'OP, ils ont obligé à tout le monde de faire du spot, quoi. Donc, au niveau des réunions, c'était plus que chaud, quoi. Donc, et quand on voit le contexte actuel de surproduction, les gars continuent de maintenir ça. Donc, j'espère que 2026, ils vont faire sauter ça n'a pas lieu d'être, quoi. Faire du lait de bras, même que 1%. Quand tu produis du lait, même le litre n'importe quel litre de lait qui sort d'une laiterie doit être rentable. On n'a jamais vu un industriel lancer une chaîne de production et se dire qu'à la sortie, c'est pas rentable, même sans avoir trouvé de marché rentable pour lancer cette production. Donc, ça n'a aucun sens. Mais bon, l'OP s'est quand même trouvé mise sous pression de la part de producteurs qui voulaient absolument moderniser, robotiser, et puis, bah, et puis aussi des gars qui n'ont jamais de limite, hein.
Oui, c'est ça. T'as des gars qui n'ont pas de limite. Il y a des mecs qui n'ont pas de limite, quoi, hein. On a les troupeaux à côté de chez nous, c'est les investisseurs qui les ont repris, hein, même des anciens syndicalistes, hein, qui ont été repris par les investisseurs. Il y avait 100 vaches, il y en a 200 aujourd'hui, quoi. Pour quel Puis demain, revenu? il y en a... Comment? Pour quel revenu? Eh bien maintenant, ce qui est... Alors ça, c'est une bonne question, on ne sait pas, mais ce qui est certain, c'est les gens qui bossent dans les fermes et qui sont menés à coup de fouet, quoi. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est ça l'avenir de la production, si c'est ça l'image qu'on doit donner de la production non plus. Le fait est que ça contribue à engorger le marché. Et donc aujourd'hui, on n'est quand même pas trop bien, hein. Voilà. Donc nous, chez Bell, 2026 s'annonce plutôt bien, à contrario, vis-à-vis de boîtes comme Agriel, on a pu entendre en réunion, c'est que j'ai dit, une comptable qui parlait de moins de 400 euros tonnes hein, sur 2026 hein, en prix de base. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Ah bah, Quand ouais, tu parles de 38 centimes, là, ouais. hein, les Sachant, investissements. sachant qu'il faut tout ramener dans son contexte. Dans son Oui, contexte, quand on a fait 2009, on a eu du lait à 30-33 centimes pendant 50 ans de temps, et il restait au même ouais, prix. Après, ouais. on demandait 400 à l'époque, mais c'était bien, ça n'a rien à voir. Depuis, on a eu Hum, la guerre en Ukraine, on a eu l'explosion du prix des tracteurs. Enfin, je veux dire, on ne peut pas hum. comparer 2010 à 2026. Aujourd'hui, on Non, refait un bâtiment neuf, c'est pas le prix d'un bâtiment de 2010. il y a ça. Et puis, tu as aussi, alors, au-delà des charges de structure, quand tu vois ce qui nous est pendu aujourd'hui avec les taxations sur les engrais, donc les Oui. gars qui restent sur des systèmes ultra intensifs, monoculture, hyper dépendants de ces charges-là, donc ils se parlent. J'étais même surpris, moi, un commercial parlait d'une augmentation sur le prix de la par exemple, de 150 à 180 euros tonne. Là, ça commence à être fou, quoi, hein. Ah oui, oui, non, non. Donc, les gars qui vont rester sur des systèmes ultra intensifs, monoculture, parce qu'on le voit, hein, nous, autour de chez nous, il y a beaucoup de jeunes qui se sont installés. Et c'est là aussi, des fois, j'arrive pas tout à comprendre, mais bon, très bien, ils s'installent, les gars, ils mettent les robots, tout ça, dans des bassins de versants. On n'exige aucune contrepartie aussi, hein. Les gars, donc système robotisé, les vaches sortent plus, monoculture partout. Hmm. Je ne sais pas si ce sont les systèmes d'avenir de demain, hein, Non. vu vu ce qui est pondu en termes d'augmentation de charges. Donc, s'il n'y a pas un prix à la hauteur bah, du prix de revient ou des coûts de production, on appelle ça, on joue sur les mots, mais à un certain niveau, ça va coincer assez vite, hein. Bon, les gars, ils se sont lancés, ils sont installés, il y a eu beaucoup d'aides publiques, très bien. Les aides, c'est ponctuel. Ce qui tient dans le temps, ce sont les prix, hein. Bien sûr. Donc, si les prix, on est sur de la déflation, voilà, je reste assez sceptique dans certains modèles qui sont mis sur pied, hein. Ouais, parce qu'on a mis des modèles avec l'État-providence, avec l'Union européenne et nous, et en fait, le prix de la bouffe, il est ultra subventionné. Donc, c'est un Oui, modèle qui est bancal, qui fait vivre l'agro-industrie, l'agroalimentaire et qui profite beaucoup à la grande distribution, de subventionner la paysannerie, alors que le paysan, il veut pas de subvention, il n'en a pas besoin, de paysan. Ce qu'il veut, lui, c'est reprendre sa facture et le payer au juste prix, c'est tout. voilà, on va avoir besoin de ça. De toute façon, enfin, depuis la nuit des temps, et de toute façon, on voit bien ce qui reste, ce qui se passe et ce qui reste sur le terrain. Quand il y a eu la PAC de 92, la PAC de 92, c'était quoi? Une politique de primes sans prix. On Oui, sait très bien, quand ils ont lancé ça au départ, eh bien évidemment, les petites exploitations ramassaient moins d'argent et d'aides publiques, donc avaient du mal à s'en sortir. Donc elles ont disparu progressivement. Donc on a eu le fait grossissement des exploitations. Tout tissu social a disparu hein, au niveau des communes. Donc, il y avait, là où il y avait 10, 15 exploitants, aujourd'hui, tu n'en as plus que 3, 4. Hein, on a vanté la patate chaude du grossissement des exploitations et le maintien des revenus via les primes PAC. Et donc, tout en sachant qu'après, bah, quand la modulation est tombée, ça a fait bobo, puisqu'il n'y avait pas les prix en face, hein. Donc, voilà, c'était l'effet boomerang. Et aujourd'hui, on arrive un peu au bout de tout ça, puisque humainement parlant, voilà, on a essoré la campagne dans tous les sens. Et une fois de plus, si on n'a pas des prix à la hauteur des coûts de production, incluant vraiment une rémunération, et qui dit rémunération, quand on bosse, on fait au minimum 60 heures de boulot la semaine, c'est pas 1 500 balles, hein, on doit être à 2 500, 3 000, voire 4 000 balles par mois. Euh,
Moi, je regarde encore le salaire médian en 2025 en France dans le secteur privé, c'est 2700 balles net par mois. Dans le secteur privé. Secteur privé. Oui, parce qu'autrement, le salaire médian, tout confondu, il est autour de 2 150 euros. Donc voilà, donc on est à plus de 2000 balles quand même, mais 2150 euros comme tu dis, mais pour combien d'heures de boulot Ah ben de non, métier? là-dedans, il y a ceux qui font 35 heures, hein, beaucoup. Voilà. Donc si on met le coefficient multiplicateur du nombre d'heures de travail, on doit être au minimum à 3000 balles par mois. Ah ben Donc minimum. Moi je parlais de 3 000, il faudrait 4 000. Mais bon, voilà, la marche, elle est haute, hein. Comme il y a hum, 50 ans qu'on a exploité, la marche, elle est haute. Mais si tu as 3 000, le salarié, tu le tiendras pas. S'il a moins de 2 000, 2 200, il ah restera non, pas non. chez toi, il va trouver Hum, ailleurs. Donc si le salarié, il a 2 200, toi, tu peux pas avoir 1 200. Si tu as non. 3 000, regarde déjà 3 000 avec l'engagement des capitaux, Hum, ça n'a plus de sens, hein. c'est exactement ça. Et donc, bah, moi, je vois pas comment, si on n'arrive pas à tenir des prix, et à chaque fois, de toute façon, on n'a aucun système de régulation en place, hein, que ce soit pour n'importe quelle production. On peut pas faire le yo-yo en permanence, tous les 2 3 ans. À chaque fois que tu as une crise, bah, les trésoreries, elles dégomment, hein. Donc, le temps que les mecs se refassent, et pendant ce temps-là, les 2 3 ans où il y a du flottement, le matériel continue à tourner, le matériel use. C'est ça. Et quand il faut renouveler, j'en parlais avec la comptable, hein, il y a 2 3 mois de ça, je dis ça donne quoi dans la campagne? Ah ben les gens ont été obligés de réinvestir parce que c'était au bout du rouleau. Donc là, les prix étaient remontés depuis 2 ans, donc les gens ont réinvesti. Et là, les gens viennent juste d'investir, on va se reprendre une torgnole. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai remarqué que comme il y a beaucoup ce que tu as dit, la passion du métier, il y a des moments où tous ceux qui sont autour de nous, ils communiquent, ils ont des outils de communication, et quand le prix de l'œuf a augmenté, pas au coût de production, mais quand il a augmenté, ou le prix du lait a augmenté, ou le prix de la viande a augmenté, ils communiquent là-dessus. Et comme globalement, on est des passionnés, on est tous tombés dans le panneau, on a envie d'être à notre compte et d'être indépendant dans nos fermes, on est entraîné par un élan de passion et on est travailleurs, la plupart des paysans, et on investit. Et à partir du moment que tu as investi, parce que tu as cru au discours ambiant en disant le lait est cher, la viande est chère, le mouton a augmenté, le jour où tu t'es rentré ça dans la tête, que tu vas au crédit agricole ou au crédit mutuel et que tu achètes l'exploitation, ce jour-là, tu le sais pas, mais tu viens de t'attacher. Oui, donc ce jour-là, tu viens de t'attacher toi-même en allant à la banque. Patrick, qu'est-ce que t'en penses? C'est exactement ça. Donc, une fois que tu es parti dans le circuit, on sait ce que c'est que le monde agricole, hein. Le monde agricole ne rend pas les armes, hein, comme ça. Donc on voit bien ce qui se passe. Alors, ne rend pas les armes, c'est une chose. Se remettre en question une fois que tu as lancé un projet, c'est encore autre chose. Parce que tu peux très bien lancer un projet, partir avec une idée initiale, et puis cette idée initiale, tu l'as fait évoluer en fonction du temps, en fonction tiens, des choses comme tu fais, des informations que tu vulgarises, hein, parce que quoi qu'on en dise, les informations et l'évolution géopolitique, tu vois bien toute l'évolution dans l'agriculture. Si tu n'es pas capable de l'analyser entre ton idée initiale que tu avais et puis celle et puis l'évolution 5 ans après, c'est plus la même donne. Donc nous, c'est ce qu'on a fait, hein, entre le moment où on a démarré, où par exemple on faisait la sélection Holstein, et puis c'était en 2002, ça, et puis après, donc toutes les crises sont arrivées. Il y a aussi donc tous ces contrats à la mort moelleux, on voulait plus nous payer, etc. Avec 1% de chance de toucher un peu de pognon. Bon, on n'a jamais vécu, et autant on joue au loto, hein. Ça serait moins douloureux, il y a moins de boulot, hein. Donc voilà. Eh bien, tu réfléchis, tu t'échanges avec tes collègues, tu t'inspires des gens qui réussissent, hein. Tu fais tout ça, et puis des fois, ton projet initial, tu le modifies, et puis tu repars sur une autre dynamique. Tout ça pour dire que des solutions, elles existent. Donc, mais il faut savoir se remettre en question aussi. Et j'ai remarqué, tu vois, puisque tu es sur la Mayenne et on est amené des fois de se croiser avec tes copains mayennais, et c'est pour nous vrai pareil, hein, on est pareil dans nos exploitations, quand on a Oui. des difficultés, quand faut se remettre en cause, c'est-à-dire dire je fais plus de maïs, ou j'arrête le maïs, ou j'arrête les vaches allaitantes, ou j'arrête les Mm. moutons, ou je ferme un hors-sol, t'as vu comment c'est compliqué la prise de décision chez un agriculteur, Patrick?
Ah oui, oui, il y a le jugement du voisinage, il y a tout un tas de choses et on a un monde qui est très fermé par rapport à tout ça, alors qu'il faudrait s'affranchir de tout ça tout de même, hein. Donc, pour moi, c'est super important de garder cette ouverture d'esprit et de pas se dire je produis pour produire. Parce que bah, tu as combien d'exploitations? Bah, le réflexe primaire, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, on a mis un robot, on va en claquer un deuxième. Ou si on n'a pas mis de robot, machin bidule, on va faire foutre un méthaniseur. Si on fout pas un méthaniseur, eh bien, on va rebouffer la ferme du voisin, etc. L'autre jour, c'est ce que j'expliquais à la classe de BTS qui est venue nous rendre visite. Euh, Au plus fort de la crise, la ferme faisait tout juste 100 000 euros de BE. Quand on additionnait donc les baisses des DPU, un petit coup de sécheresse en même temps, un prix du lait dégueulasse, et puis qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? C'était déjà pas mal. Et aujourd'hui, on fait 180 000 euros de BE sur la même ferme. Et on n'a pas bouffé le voisin. Hein. Parce que Bon. t'as changé ton modèle. Ah ben parce qu'on a changé le modèle. Quand on a vu qu'on n'arrêtait pas d'enchaîner les sécheresses, toutes les cultures de vente, il n'y avait pas lieu d'être, hein. Donc on a retransformé ça en prairie, etc. Donc on a redonné un peu de punch au système fourrager. Oui, Quand puis tu vois comme je te aujourd'hui, connais un peu, j'ai pas ouais. mémoire que t'as acheté trois tracteurs Fenn le même jour. Ah non, non, non. Alors ça c'était la boutade pour les jeunes qui sont venus nous voir. Je leur ai dit, si la nuit d'après vous dormez mal, ça sera normal parce que vous allez voir des étorts aujourd'hui. T'as Je des crois que le éteurs, dernier, toi. ouais, chez nous on bosse avec les tracteurs des pays de l'Est, nous, hein. Donc voilà. Mais bon, tout ça pour ironiquement, il y en a même un qui dit bah, à la fin de la journée, j'ai chopé une dermatose. Donc je dis ouais, t'as chopé la DNC. Ouais, quand t'as vu les étoiles, il est reparti avec des boutons. Enfin bon, peu importe. Mais tout ça pour dire que on peut bosser, mais certains vont investir, je dis une connerie, dans les tracteurs. 300 000 balles dans les tracteurs, et puis toi, 150 000, tu vas passer, et le boulot sera fait, il sera même très bien fait, il n'y a pas de problème. Donc, tout ça pour dire que aussi, on n'investit pas dans l'espoir d'être payé sur son propre coût de production, on investit en fonction de des données que l'on a en face des yeux et des données à venir. Parce que moi, quand je lis, par exemple, donc on est dans une énième crise du lait, et je lisais l'autre jour sur le reportage de la laiterie, les Polonais en 10 ans ont fait plus 13% en production laitière. Bon, si on fait tous la même connerie, Oui, on est pourtant dans l'UE. On ne parle pas de Mercosur ni de je ne sais pas trop quoi. Nous sommes bien dans l'UE et les Polonais ont fait plus 13. oui, Si nous, on fait plus 13, les Rital font plus 13, les Allemands font plus 13, les Néerlandais font plus 13, on a du lait à 200 balles. on est d'accord. Donc, tout ça pour dire en fait qu'on ne maîtrise rien du tout. Non. Et donc, la première des choses que l'on peut maîtriser, c'est ce que l'on investit. Et c'est la réflexion que l'on porte sur son exploitation. Ça évitera de voir tout un tas de Zoulous en train de défoncer les ronds-points, tout le bordel avec leurs gros tracteurs. Ça, on s'en dispenserait, hein, je pense, hein, parce que il y a bien d'autres professions qui ont des soucis. Il est clair et net que oui, on travaille tous les jours, donc on mérite autre chose que, que la mendicité ou je sais pas trop quoi, on en est bien d'accord. Oui, Mais à l'intérieur même d'une profession, on a des gens qui vivent très mal et des gens qui vivent très bien. très Mais mal. on n'a pas tous fait les mêmes choix, qu'on soit bien d'accord. Tout ça aussi, je rebondis sur aujourd'hui, enfin aujourd'hui plus qu'hier et plus que demain, et encore plus demain, pardon. Une exploitation agricole, c'est une entreprise à part entière. Et Oui. aujourd'hui, on envoie des mecs conduire un poids lourd, qui ont tout juste qui ont même pas le permis, qui conduisent des voitures sans permis. Tout ça pour dire qu'on a des exploitations aujourd'hui qui sont des entreprises à part entière. On a des gars qui sont pas forcément formés pour les conduire et les gérer. Parce que c'est de la gestion avant tout. On est loin, très loin de ce qu'il faudrait. Moi, j'ai fait partie, mes collègues de la CR ont voulu m'envoyer donc comité départemental d'installation. J'ai dit bon, ok. J'ai fait 2 réunions, je suis resté chez moi. La première, ça me revient encore à l'esprit. Alors déjà pour dire aussi les gugus qu'on avait en face, hein, notamment les FD. Je me souviens d'un dossier. Le jeune s'installe avec le père qui a 56 ans, 800 millilitres de lait, 200 hectares. Enfin bon, tu vois le truc pour 2 personnes. C'est vrai qu'on est balèze quand même dans l'agriculture. Moi, je dis, au niveau travail, ça va bien se passer parce que le père a quand même 56 ans. Il y a une nana de la FD qui a osé dire, ouais, mais c'est pas un problème ça maintenant. La retraite, c'est à 64 ans. Ils ont éclaté de rire. Tu dis, mais on est chez les dingues, là. Alors c'est là que je parle souvent des petits soldats et je parle C'est fou. des retraités de réserve, les dermatos,
Et c'est toi qui me soulevais la réflexion, Patrick. Si les dermatos, les retraités, si on les avait arrêtés dans les exploitations depuis Ah 25 oui. ans, on serait déjà effondré. Ouais, on serait déjà effondré en termes de production, mais on serait peut-être relevé en termes de prix, Oui. puisque la production aurait nettement décroché depuis des années, et qui dit pénurie dit prix. À condition que ça Bon. soit dans les autres pays pareil. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'on nous sommes quand même bien face à un réel problème. Et là, une fois de plus, il ne s'agit pas de Mercosur, mais d'un problème intramuros européen. Oui. Donc, il est clair et net que la France ne retrouvera pas sa capacité agricole d'antan, puisqu'il y a d'autres pays qui se développent, notamment tous les pays de l'Est qui ont rejoint l'Europe, avec une capacité de production et des coûts de production très loin des nôtres, notamment dans la rémunération de la main-d'œuvre. Si demain, par exemple, une fois de plus, le conflit russo-ukrainien s'arrête, on délimite donc les territoires que les Russes ont repris, et puis donc toute la partie ouest repart sur la dynamique qu'ils avaient en termes de production agricole avec tous les investisseurs. Parce que tu vas sur Twitter, tu peux trouver des mecs qui sont en train de mettre des vidéos Ukraine avec des petites mamans autour des rotos. Hein. On voit bien, hein, c'est des femmes ukrainiennes qui sont en train de traire autour des rotos à 150-200 balles par mois. Je te garantis que le prix du lait, il n'est pas prêt de se relever. Hein. Ah ben non, parce que Ça va être là-bas, vite ils ont payé. des installations de traite où ils vont mettre des gens à traire, ouais, pour 150-200 balles par mois, ouais. Ouais, Voilà. Et ouais. donc, et quand on a eu la crise du lait dans les années 2009-10, il venait d'où aussi le problème? De nos amis des pays de l'Est. Hein. Donc, Lactalis disait bien à l'époque, je me souviens de ces discours-là, autant on avait une formule, nous en France, c'était 80% PGC, 20% beurre poudre, une formule qui allait bien. L'Europe a dit, vous dégagez cette formule-là parce qu'elle nous fait chier. Et en fait, le prix du lait, c'était quoi? C'était le prix du lait polonais, transport. Pour arriver chez nous, ça faisait le prix du lait français. Bah, par contre, il y a peut-être pas la MSA là-bas en Pologne, il y a peut-être pas tout un tas de choses qu'on a chez nous. On peut pas Donc, comparer. on peut pas comparer. Mais Donc, non. on est bien face à la réalité où aujourd'hui, on est en train de détruire certains pays pour que d'autres se développent. C'est Et les ça. Polonais, s'ils ont fait plus 13, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, Non. c'est par les subventions européennes. Et de toute façon, si tu les mets même, si tu mets les mêmes phytos, les mêmes normes, même de toute façon, de par l'aspect social, tu peux pas rivaliser. C'est On impossible. peut pas rivaliser. De Mais non. toute manière, comme le disait Pascal l'autre jour sur la vidéo, tout le modèle agricole est à refoutre à plat. Bon, alors, si on élargit vraiment le truc, on va déjà commencer par le modèle de production. Le modèle de production qui est encore défendu par certains. Quand certains, dans le sud-ouest de la France, ils manifestaient contre la DNC, dans le 35, ils manifestaient contre le projet de loi sur l'eau. Voilà. Donc, continuer une agriculture dégueulasse qui nourrit mal les gens au travers de ce qui est produit, qui bousille l'environnement. Si on va encore après plus loin, donc évidemment, alors tout ça pour maintenir soi-disant une capacité à produire, mais non, c'est pas ça qui va maintenir le truc. De toute façon, c'est parce qu'on a des charges à un coût de travail qui va pas du tout. On parle de la MSA agriculture. Si on voulait vraiment aider les agriculteurs, on devrait faire déjà une réforme fiscale. Bien sûr. Tout l'argent qui ne part pas à la MSA, on le garde déjà pour soi pour vivre. Parce que il est où le nerf, le nerf de la guerre, il est où? C'est de vivre à chaque jour qui Ah, passe. bien sûr. Donc, quand tu as des obligations de paiement, ça porte son nom, Mm, obligation de paiement. mm. Et là-dedans, bah, on retrouve toutes les dettes, enfin, toutes les obligations CSG, RDS et tout le bordel, c'est la dette sociale qu'il faut rembourser. Donc, tant qu'on a un pays où il y a tellement de choses à payer, on n'est pas prêt de voir une réforme fiscale. Donc, Non, mais on de est toute face façon, à. c'est le modèle économique qu'il faudrait un modèle. C'est pour ça que moi, je conseille les gens. Il y a quelques possibilités à travers l'optimisation fiscale, mais ce qui serait encore mieux que ça, c'est que l'État réforme son modèle Oui, fiscal et adapte une fiscalité à nous et aux petits patrons, les PME, parce que les boulangers, les artisans, ils ont le même problème. Hein. exactement. Donc, si on veut maintenir, parce qu'il faut quand même pas oublier une chose, quand on désingue un agriculteur, bon, on désingue un agriculteur, mais on désingue avant tout une entreprise, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui. Et derrière chaque entreprise, des fermes comme nous, il se cache combien de personnes d'emplois directs? Mm. Donc, c'est tout un pan de l'économie qu'on est en train de défoncer en bon français. Oui. Hein. Oui. Donc, on n'a qu'à continuer ce petit jeu-là, puisque de toute façon, il n'y a aucune loi de fait réellement pour nous aider, soit pour interdire de produire à perte, soit pour éviter ou baisser les prélèvements obligatoires, etc., etc. Donc,
moi, pour revenir donc au dossier d'installation où j'ai pu assister en commission, et donc j'allais y venir au deuxième dossier, deuxième réunion que j'ai fait, bah, c'était juste incroyable, quoi. Il y a un gars qui s'installe, 720 millis de lait, 100 hectares pour lui tout seul, et il se tire à 1200 balles par mois. Combien? Qu'est-ce que tu veux? 1200 balles par mois dans le projet. Des investissements, mon pauvre. Alors la banque, elle avait fait sa part. Et là, c'est ça, tu as raison, parce que je l'ai déjà dénoncé, ça ne choque pas les chambres d'agriculture ni les centres de gestion. Et justement, j'allais y venir. Donc, tu voyais, bah, c'était pas que le seul dossier. La banque, elle avait fait sa part de chemin en financement. C'était la famille qui avait pris le relais. Et puis Oui, la famille qui avait pris le relais, il n'avait pas encore assez. C'était les leasings sur le matos. oui, Bon, tout ça pour dire que on peut installer des jeunes comme ça, très bien. Il y a un certain niveau de coût de production. On est vraiment rendu au taquet de chez taquet. Et puis en plus, le mec, il n'y a même pas de prélèvement privé en face, c'est extraordinaire. Et en face, on est censé rivaliser avec des pays comme ça, non. intramuros européens. Donc on a un Et, sacré problème déjà chez nous. tu vois, regarde, le dossier que tu parles, et c'est dans tous les départements pareil. Là, tu es en train de préparer le terrain d'un potentiel gars qui peut se suicider. Ah bah oui. Et puis comme j'avais dit à un mec, il n'avait pas apprécié de l'AFD, bah c'est pas grave, les gars, vous êtes en train de fabriquer vos prochains vos manifestants. Puisque moi, cette réunion, j'ai dit, mais comment peut-on valider des... Alors, tous les dossiers sont validés d'avance, hein. C'est une pièce de théâtre, hein, donc voilà. C'est l'agriculture se donne bonne conscience en faisant des réunions comme ça, donc c'est complètement débile. Et donc, j'ai dit, mais comment peut-on encore se tirer 1200 balles par mois en 2024? Alors que quand on allume la télévision, on entend tous les jours parler de pouvoir d'achat et de gens qui se plaignent. J'y sommes-nous plus forts que la moyenne en agriculture? Et tout ça pour se taper 7 jours de boulot sur 7. Le gars de l'AFD qui me répond, j'aimerais pas qu'on m'explique ce que j'aime prélever. J'y n'est pas la question, j'y t'ai rien compris. J'y Il t'ai n'a rien rien compris. compris. Mais non, il n'a rien compris. Donc, bon, De bah, toute façon, la FNSEA est en grande partie responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui. C'est pas le seul, parce qu'il y a le phénomène économique, voilà. Mais dans les politiques qu'ils ont conduits depuis des années, des décennies, ils ont quand même une grosse part de responsabilité, parce que ils siègent sur le plan européen, hein. Il y a 27 oui, oui, FNSEA, hein. tout à fait. Et donc, dans cette même réunion-là, donc, quand j'ai dit, mais moi, je comprends rien à votre réunion parce que vous nous avez dit que vous parliez le volet social et économique serait vraiment la priorité. Je dis, moi, je vois qu'il n'y a aucune autre priorité là, parce que les gars se rémunèrent pas et ils sont archi endettés. Hein. Et puis c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait un sacré malaise parce qu'il y a une technicienne de la chambre qui a pris la parole et comme ça, elle a parlé. Oui, oui, on explique bien aux jeunes qu'il faut faire attention. Et en face, elle était fusillée du regard par tous les mecs de la chambre d'agriculture de l'AFD. Il fallait pas qu'elle dise ce qu'il fallait pas dire. Non. Alors Non, après, parce qu'il faut envoyer des petits soldats au combat, c'est tout. ouais, voilà. Après, une fois de plus, chacun est responsable de ce qu'il fait. Mais dans des dossiers que j'ai vu passer, je crois que les gars, ils avaient confondu agriculture et farming simulator. Ah oui, Farming Simulator. Alors les mecs, si tu veux, c'est facile. Farming simulator, tu cliques pour recharger le compte. Là, c'est plus compliqué si tu veux. Donc, les mecs- Non, mais là, tu te dis, mais on est chez les fous. Mais tu te dis, mais là, c'est pas possible. Alors, moi, je reste de ceux qui disent que de toute façon, le jeune qui veut démarrer ce milieu-là, plus il sera formé, Oui, plus il sera réceptif et en capacité d'analyser la géopolitique, etc. Et puis le réel fonctionnement d'une ferme, il- ce sera déjà la première garantie de réussir, je pense. c'est ça. Moi, Mais on n'y est pas, on n'y est j'ai pas pas peur encore. de dire, j'ai pas peur de dire que globalement, il y en a très peu qui passent à travers. On a un manque de formation. Moi, le premier, hein. Oui, On a repris oui, derrière nos parents, la plupart d'entre nous. Et moi, je vois bien dans les gens que je côtoie, ceux qui ont eu des formations plus poussées, bah, je vois bien qu'ils ont une analyse qui est supérieure à la nôtre, qui sommes des fils de paysans. Faut le dire, hein. pour la bonne raison que les gars qui ont des diplômes de management, d'experts comptables et compagnie, ils montent pas des projets de merde comme j'ai pu voir. C'est ça. Ils vont pas y C'est aller. tout. Donc, ils y Ah vont non. pas. Ah ben, Les mecs, ils vont pas tourner la première page. ah ben, ils vont pas, ils y vont pas pour avoir un robot de traite, un état télescopique, un gros Non. tracteur et tout le bordel. Ils y vont pas pour ça. Ils montent un projet pour en vivre.
tout à fait. Pas pour faire vivre tout ce qu'il y a autour, toute la ferraille et compagnie. Ils montent un projet pour vivre de leur boulot. Ah, je me souviens de cette belle réflexion dans les réunions de l'appli, parce que tu disais, on était nombreux, mais sur Châteaubriand et dans des grandes salles, même dans la Sarthe, on n'était plus de 1000, hein. On a fait des Oui. réunions à 1000, 1200 avec Pascal Massol. Et il y a un gars qui avait dit un jour, parce que comme on mettait la pression sur les industriels qui profitaient de nous, et les gens avaient peur que de venir à nos réunions, de ne pas être collectés, d'avoir des Hum, représailles. D'ailleurs, il y en avait des représailles. Et il y en avait un qui avait pris la parole et il avait dit, moi les gars, je travaille pas pour être collecté, je travaille pour gagner ma vie. hum, Ça, j'avais bien aimé ça. hum. Ouais, ouais. Ça, c'est bah, le gars, voilà, il estimait tout simplement que son travail avait une valeur, contrairement à d'autres. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et C'est est-ce tout, que tu hein. aurais un mot à dire de la... Qu'est-ce que tu penses de la gestion par le gouvernement de cette fameuse DNC, là, qui abattent les troupeaux? Parce que toi qui es un sélectionneur, qui est comme beaucoup passionné des animaux, tu vois ce que ça peut donner, l'abattage des animaux sur les éleveurs, c'est terrible. Bah, c'est terrible, hein, parce que, bon, déjà, nous, quand ce bordel de DNC a commencé, donc les gars de la CR 53 donc, ont voulu manifester auprès de la Chambre d'agriculture en s'opposant à cet abattage, hein, bien que une personne de la CR au niveau national ait validé l'abattage total, alors que non, non, moi je suis désolé, on n'est pas pour l'abattage total, hein. Et quand on s'est pointé à la Chambre d'agriculture là-bas, on s'est heurté à tous les grands cerveaux de la Chambre d'agriculture qu'il n'y avait que l'abattage total. Moi, j'ai dit, c'est pas compliqué. Si vous voulez projeter des agriculteurs dans la misère, vous le dites tout de suite, hein. C'est la seule technique, hein. Donc, on s'aperçoit bien que dans ça, moi, je suis pas un scientifique, mais bon, on essaie de lire et puis d'échanger entre nous. Ce qui est certain, c'est que cette maladie n'est pas contagieuse à l'homme, donc ça, c'est déjà une bonne chose, hein. Parce que, comme dit mon vétérinaire, attention, quand les gros calibres, les vrais virus vont arriver, ceux qui sont contagieux entre les bovins et les humains, et là, où il n'y aura pas le choix d'abattre, ça va nous tomber sur la tronche, ça va pas être la même histoire. Ah non. Donc voilà, donc bon, ce qu'on a, donc suite à cette manifestation-là, avec Pascal Aubry de mémoire, nous sommes allés donc à la préfecture et nous avons demandé, euh, en fait, des choses plus précises concernant la maladie. Donc il y a le directeur de service vétérinaire qui nous a dit que ça faisait 10 ans qu'il suivait la maladie. Cette maladie, ce qu'il nous a raconté, était entrée par la Turquie, avait progressé dans les Balkans. Ils l'avaient stoppé dans les Balkans avec une vaccination. Donc, il se parlait quand même bien de vaccination. Donc, ça avait freiné la maladie. C'est ce qu'on a pu lire aussi partout dans la presse. Mais aussi qu'ils ont fabriqué un vaccin un peu à l'emporte-pièce. Ils ont fabriqué un variant. Et dans la DNC, tu as deux virus apparemment. Tu as celui donc véhiculé par les insectes. Et tu as aussi le virus la propagation se fait de muf à muf, un peu comme l'IBR. Oui, Donc ça, oui. c'est un peu plus emmerdant. Parce que donc, une vache qui boit dans une rivière, le virus tombe, ping, pouf, paf, l'autre 50 mètres plus loin qui boit, il ramasse le truc et puis en voiture, Simone. Donc, il nous a expliqué tout ça. Bon, très bien. Quand on est sorti de la réunion, on s'est dit, bon, ok. Puis en réfléchissant sur le trajet du retour, je me suis dit, mais je comprends pas, là, ça fait 10 ans qu'ils suivaient la maladie, les mecs, là. La maladie, elle partait pas de la France pour aller vers la Turquie. Elle venait de la Turquie pour venir chez nous. Mm. Bon, quand il y a eu le FCO3, qu'on nous a parlé de FCO3 aux Pays-Bas, donc on nous a laissé la possibilité de vacciner. On a vacciné les bovins. Et là, je me suis dit, on a discuté avec les gars, j'ai dit, moi, je comprends pas. Maintenant que la maladie est entrée dans le pays, on n'aurait pas pu faire un cordon sanitaire au niveau des Alpes. Faut que ça passe chez nous, Ouais. on a le vaccin. Donc, ils suivaient la maladie. Et là, on se dit, et on a discuté, bon, je ne citerai pas de nom, mais avec les élus, les responsables de l'État. Depuis 2 ans, c'est le merdier absolu en France avec la politique. Il n'y a pas de gouvernement, pas de ministre de l'Agriculture, enfin le bordel sans fin. Ah oui. Pas de budget non plus. Non. Qu'on soit bien d'accord, ils n'arrivent pas à faire un budget. Donc, je ne vois pas comment ils voyaient bien que la maladie arrivait chez nous. Mais enfin, on pense qu'ils n'avaient pas anticipé les achats de vaccins, il n'y avait Non. pas de budget d'alloué, il n'y avait pas d'arbitre sur le terrain pour dire on va faire ci, ça ou ça, ou interdire ça. Il n'y avait rien en fait. Et la maladie est entrée dans le pays. Mm. Donc aujourd'hui, la DNC, donc, on dit que la seule solution, c'est l'abattage total. Bah non, parce que tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Voilà. Et puis après, quand on pousse un peu plus loin le raisonnement, alors bon,
de l'Orne, c'est juste à côté de chez nous, il se parle de la tube, et puis de je sais plus combien d'élevages qui doivent être abattus. Alors, il manque plus que la DNC déboule par chez nous, donc on va faire un coup T'as de de la DNC. tuberculose, t'as de la tuberculose Ouais, auprès de chez toi, tuberculose là? dans l'Orne, je lisais encore, il y a quelques élevages, il y a un paquet de bestioles de concernés. Bah, là aussi, hein, dépistage de la maladie, tout le monde n'est pas d'accord, mais bon, le protocole dit qu'on abat tout. Bon, bah, vous êtes gentil. En préfecture, moi, c'est ce que j'ai dit à la préfète. Vous savez combien de temps il faut pour construire un troupeau? Oh. Il faut 10 ans minimum. Oh oui, minimum. Minimum 10 ans. Donc, vous vous rendez compte qu'en une journée, on dézingue tout et il faut minimum 10 ans pour reconstruire. Ouais. Dis-nous pour changer le modèle et puis partir sur un modèle beaucoup plus vertueux. Du reste, les élus sont venus sur la ferme, on a sorti toute la comptabilité. Hein, j'ai dit au gars de la CR, vous voulez faire venir, il n'y a pas de problème. Mais c'est la comptabilité sur la table. Hein. Ah oui. Hein, c'est pas une sortie champêtre où on est là pour s'amuser. Hein. On discute de vraies choses. Donc, on discute de respect d'environnement. On discute, c'est pas parce qu'on est parti sur une agriculture un peu plus extensive avec MAEC et compagnie que c'est antagoniste en termes de rentabilité. C'est pas vrai. Non, C'est absolument faux. vous êtes en conventionnel? Conventionnel, agriculture raisonnée. On n'a jamais eu d'aussi bons résultats technico-économiques et économiques. Si seulement on avait pu faire toute notre carrière comme Ah oui. ça aurait été la fête au village. Donc tout ça pour dire que pour mettre en place donc une remise en question de système, ça prend entre 8 et 10 ans. Construire un troupeau, ça prend entre 8 et 10 ans. Et si on part sur ce genre de politique, sur des virus qui méritent, qui nécessitent pas un abattage total, là, ça laisse la porte ouverte à tous, c'est pas possible. Et le jour où on aura vraiment ce que dit mon vétérinaire, les vrais virus, les costauds qui vont arriver, et là où il faudra abattre, si on a déjà abattu pour la DNC, la tuberculose, les dégâts que la FCO a déjà fait, mais bordel de Dieu, il ne va pas nous rester un élevage. Non. Comme a Et on fait aura dégoûté tous les mecs. comme la vache folle. Alors ça coûte une fortune parce que les élevages, tu peux les reconstituer. Ils t'est refinancé. T'as vu la Oui. fortune que ça coûte? Oui, alors, il me semble que moi j'ai cru entendre parler de 3000 balles de refilés par l'État par vache abattue, mais que les pertes de production ne sont pas payées. Je sais pas. Là. Là aussi, quand on a rencontré les élus récemment, on a demandé à ce qu'on ait des chiffres pour pouvoir communiquer auprès de nos collègues et rassurer les éleveurs. Parce que le gros problème, c'est qu'on a une psychose qui s'installe. Alors, ah, on n'est pas indemnisé, on est mal indemnisé, on n'en sait rien, machin bidule. Sur le terrain, c'est un vrai bordel. Il n'y a aucune communication des services Non. de l'État. Il n'y a rien qui est fait pour rassurer le monde agricole. Ah non, Et ça ça, c'est c'est vrai. vraiment dommageable. Et puis après, ils s'étonnent que tout pète partout. Et Alors notamment dans le moi je sud-ouest. connais des gens qui ont été rémunérés au-dessus de la valeur des animaux, même bien au-dessus. J'en connais. Après, est-ce que tout le monde est bien indemnisé? Ça m'étonnerait. Il doit bien avoir des trous dans la raquette. Hein. On n'a pas de transparence à ce sujet, on n'en sait Non, rien. non. Et moi, je comprends la révolte du Sud-Ouest. Hein. La révolte du Sud-Ouest, ils ont déjà Oui. tapé la FCO, la MHE, donc les dermatos qui leur tombent sur la tronche. Ils sont quand même sur des secteurs où les conditions agricoles, moi j'ai un oncle, enfin j'ai de la famille encore là-bas sur place, donc lui il est à la retraite, mais enfin bon, quand tu vas dans des champs où tu n'arrives même pas à les monter à pied, et puis les mecs ils y vont en tracteur, tu dis quand même que c'est quand même pas plus facile chez eux que chez nous quand même, hein. Non. C'est assez compliqué. Donc voilà, et bien évidemment, il y a tout ça qui a explosé là depuis quelque temps avec dans le malaise agricole, hein, tout s'y est mis, donc la dermatose, le mercosur, tout tralala. Bon, tout le cocktail est là pour que le monde agricole explose littéralement. Donc moi je trouve que donc l'abattage total non, que l'État ne fait aucun effort pour rassurer la profession. Ça Il y c'est a vrai. strictement rien en fait. Hein. La profession a besoin d'être rassurée. Là, on parle que du plan sanitaire, on parle même pas du plan économique, on parle du plan sanitaire. Il y a un Il ne manque faut de rien. communication. Les gens qui sont touchés par cette maladie-là, DNC ou Oui, autre maladie, il y a un manque de communication. L'éleveur, il sait pas où il va. voilà. Tout ce qu'on a entendu parler, c'est que les gens qui voulaient des contre-analyses et qui s'opposaient un peu au protocole, eh bien, ils ont subi des pressions énormes. Oui. Hein, voilà, des amendes, il se parlait de 100 000 balles par jour, hein, apparemment, l'éleveur de Blonde-Aquitaine. Enfin bon. Et puis après, quand les services de l'État ont déboulé, que les gens ont voulu s'opposer, se sont fait tabasser la tronche. Bon, bah, C'est bravo. ça. Hein. Là, c'est une honte, hein, on ne peut pas dire ça autrement. Et donc, moi, je trouve que l'État ne fait rien pour apaiser le monde agricole, rien pour le rassurer Ah non, dans non. tous les domaines. De bordel, en bon français. Oui, Voilà. oui. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin? Un mot de la fin, oui. Il y a encore moyen de gagner sa vie, mais il ne faut pas être un fou furieux de l'investissement.
il faut être raisonné, raisonnable, s'inspirer des modèles qui fonctionnent. J'irai plus loin en disant que quand il y a des mecs qui manifestaient pour la DNC dans le sud-ouest de la France, il y en a d'autres dans le 35 avec leur bonnet vert qui manifestaient contre le projet de l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même des devoirs envers la société. On a des problèmes de pollution qui sont quand même liés à l'agriculture. Hein, le chimique est un très très gros problème. Donc le bassin rennais est exposé à ces problèmes-là. On a des gens qui veulent réintensifier de nouveau l'agriculture dans des secteurs qui sont très intensifs au travers de la méthanisation. On est en train de se froisser, enfin, les ultras, parce qu'on avait les ultras en bas de la France qui, pour la bonne cause, mais on avait aussi les ultras donc, qui manifestaient en 35 pour une agriculture dégueulasse. Dans le même département, il y a des agriculteurs qui sont capables de faire une agriculture raisonnée, raisonnable, et ils vont se mettre tous autour de la table avec les citoyens et se mettre d'accord sur les projets qui sont à mener. Donc, l'agriculture pour aujourd'hui n'a pas de projet. Elle n'a pas de projet en lien avec la société, alors qu'on a besoin d'avoir un projet en lien avec la société Bien sur la sûr. qualité de ce qu'on produit, sur la préservation de notre environnement, parce que c'est pas parce que l'hectare de terre t'appartient que tu dois faire n'importe quoi dessus, parce que tout ce qu'il y a dessous ne nous appartient pas non plus. Hein, c'est clair et net. Donc, on a des devoirs envers la société, comme la société a aussi, je dirais, des devoirs envers nous, puisque si la société veut manger proprement entre guillemets. L'agriculture française, on dit qu'on est toujours dans les plus propres, mais attention, parce que la dérive, je trouve qu'elle est là quand même. On a, je me répète, possibilité de faire une agriculture raisonnée et raisonnable, mais il faut que tout le monde se mette autour de la table. Et là, on sera capable de vivre de notre boulot, parce que en échange, au-delà de la qualité de ce qu'on va produire en termes de produits sortis ferme, on va répondre à des devoirs de citoyens, de préservation de l'environnement. Et tout ça, ça doit faire un cocktail qui doit souder toute la société autour de l'alimentation. Donc, de toute façon, on ne peut pas réussir sans les élus locaux à travers les projets alimentaires territoriaux. Les maires des Ouais, petites communes ont un rôle énorme à jouer pour relocaliser l'alimentation et on ne pourra rien faire sans les consommateurs. Donc, voilà, on peut pas se mettre voilà. les consommateurs à dos. Ça, c'est pas Ah ben possible. non, moi je trouve ça scandaleux ce qui s'est fait dans le 35. Il y a quand même 3000 personnes qui ont manifesté pour la qualité de l'eau. Il y a trois pélos là, avec leur tracteur à faire chier le monde, toujours pour revendiquer. Il y a toujours les mêmes qui sont pas capables de se remettre en question. Hein. On est toujours sur les mêmes, les mêmes loulous. Voilà, nous, au travers de notre industriel, ils ont compris ça. On a un cahier des charges. Et à partir du moment où on a un cahier des charges, on a un prix différencié. Qui dit prix différencié, nous, ça n'a rien révolutionné sur la ferme. Ça n'a été que dans le sens de tous les changements qu'on a fait sur la ferme. Et on en retire un bénéfice économique aujourd'hui. Donc, ça nous va très bien. C'est l'un des rares industriels qui a compris que l'agriculture devait se réinventer et partir sur un autre modèle, tout simplement. Tout Voilà. simplement. Donc, on peut pas gueuler contre le Mercosur et faire les mêmes conneries chez nous, la Ah même non. agriculture dégueulasse. Puisque je me répète, on a des collègues qui sont capables de faire une agriculture vertueuse. Donc, il faut s'inspirer de ces collègues-là. Ils en vivent. Par contre, c'est sûr qu'ils ne vont pas monter sur un 200 chevaux. Ils vont peut-être pas avoir toutes ces choses-là. Mais ils sont capables de fédérer tout le monde autour de la table et dire, bah non, moi, je bosse proprement. Voilà ce que je vous propose. Et autour de cahiers des charges qui sont aussi rémunérateurs. Voilà. Et Mais nous, écoute, on doit être absolument responsable sur ce que l'on fait, parce que moi, je pars du principe que on a sur un revenu, il y a trois acteurs. On a l'État sur la politique, les subventions, enfin les aides, machin. On a notre industriel qui va nous payer. Et nous, on est là en tant que chef d'entreprise. On a tous 30% de responsabilité. S'il y en a un des trois qui lâche, il n'en reste plus que deux, donc il faut que les deux autres, ils pédalent. Mais si tout le monde lâche en même temps, c'est mort. Donc là, ce qui est en train de se passer, si on prend le lait, les mecs ont surinvesti, ils n'ont pas joué leur rôle de chef d'entreprise. L'industriel va se dérober, il n'en reste plus qu'un, c'est l'État. Puis bah là, c'est pas possible. non. Voilà. Donc s'il y en a encore le chef d'entreprise qui tient la boutique au travers de ses réflexions et de ses idées, ça va sauver la boutique. Si on a encore la PAC qui tient à peu près et un industriel qui va à peu près, on va s'en sortir. Ah bah, de toute façon, Mais si un, voilà, un État providence ne peut pas combler une filière qui est mal gérée, mais avec des non-répartitions de la valeur ajoutée. C'est pas c'est l'État qui va clair. c'est pas l'État qui va boucher les trous de ceux qui ont Non. mangé le gâteau. Hein. Bah non. Non. Et puis c'est pas parce que tu vas être payé, que tu as un super industriel qui va te payer 700 balles la tonne. Si toi, tu as un coût de production à 700 balles la tonne,
On est Parce que d'accord. t'as 15 tracteurs en fond de la cour, t'as je sais pour trop quoi, tout le bordel. Oui. Non, ça va pas le faire. Non, bah Donc, non, non. pour moi, l'avenir, c'est ça. Il faut un projet commun de société avec l'agriculture. Il faut que tout se soit lié. Mais il faut pas que le consommateur se dise, moi, je veux absolument aller vers le moins cher. Non. C'est une absurdité totale parce que derrière ça, s'il achète un produit à un certain prix, il sait que derrière, on aura une charte, un pacte qui va nous lier. On n'utilisera pas ça, 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 ça et ça. Et voilà. Et ça ira dans le sens de sa santé, tout simplement. On est d'accord. Ben écoute, je te Voilà. remercie, Patrick, c'était ton mot de la fin. Oui, Bon, eh ben, je te dis à bientôt. Quand tu as besoin, tu me renvoies un SMS et puis on refait une réunion. Je te remercie beaucoup et à ça marche. bientôt. À Merci bientôt. Philippe. Salut.